Why are you sitting alone? Just having my coffee. I know the owner, he doesn't trust people like you. Let me see. Fini la comédie. Levez-moi ces lunettes. Je sais que vous me voyez. Allez, passez-moi cette canne. On va voir si vous en avez vraiment besoin ou si c'est juste un autre stratagème pour mendier. Monsieur l'agent, je vous suggère, avec le plus grand respect, de reconsidérer votre approche. Vous êtes en train de commettre une grave erreur. Ceci est l'enregistrement audiovisuel capturé par la caméra piéton du brigadier Stéphane Dubois et par le système de vidéosurveillance de la gare de Lyon de l'incident survenu le 14 mars à 9h17. L'événement documente l'interpellation menée par le brigadier Dubois, un policier avec 12 ans de service et un dossier mentionnant 8 plaintes pour abus d'autorité, à l'encontre de M. Laurent Fournier, un citoyen aveugle attendant un véhicule. L'interaction, qui a duré exactement 4 minutes et 28 secondes, a abouti à la révocation sommaire du policier, à une procédure pénale pour abus d'autorité et à un préjudice financier direct et indirect estimé à 230 000 € pour l'ex-agent de l'État. Voici l'anatomie d'un effondrement professionnel alimenté par un préjugé irréfléchi. Le mardi matin à la gare de Lyon est une symphonie cacophonique de la vie parisienne. À 9h15, le grand hall est une marée humaine, un torrent de voyageurs pressés, de touristes désorientés et de travailleurs quotidiens. Les annonces résonnent sous la verrière monumentale, se mêlant au roulement incessant des valises sur le marbre poli et à l'odeur de café fort et de viennoiserie chaude s'échappant des kiosques. Au milieu de ce chaos orchestré, près du point de rencontre désigné par une grande horloge suspendue, se tenait M. Laurent Fournier. À 42 ans, il était l'incarnation d'une immobilité sereine. Son costume sombre, d'une coupe impeccable qui dénotait un tailleur de qualité, tombait parfaitement sur sa silhouette athlétique. Ses chaussures en cuir, polies à la perfection, étaient solidement ancrées au sol. Il portait des lunettes noires qui cachaient ses yeux et dans sa main droite, il tenait une canne blanche, non pas comme un accessoire, mais comme une extension naturelle de lui-même, son extrémité effleurant le sol avec une familiarité tranquille. Il attendait son chauffeur, un rituel hebdomadaire. Pour quiconque prenait le temps de l'observer, sa posture était celle de la patience et de la discipline. Il ne bougeait pas, mais il n'était pas passif. Son visage était tourné vers le flux de la circulation à l'extérieur, ses oreilles captant et filtrant le paysage sonore complexe de la gare. Il pouvait distinguer le sifflement d'un TGV arrivant sur la voie 5, le claquement des portes d'un taxi et la conversation animée d'un couple à plusieurs mètres de là. Laurent Fournier, haut magistrat à l'inspection générale de la police nationale, naviguait dans le monde non pas par la vue, mais par une conscience aiguisée de son environnement, une compétence forgée par des années de discipline après avoir perdu la vue dans un accident. Sa cécité n'était pas une faiblesse, c'était une condition qui avait affûté ses autres facultés à un degré extraordinaire. Sa tranquillité n'était pas de la résignation, mais le fruit d'un contrôle de soi absolu, une qualité essentielle à sa profession, où il était chargé de juger ceux qui abusaient de leur pouvoir. En cet instant, il n'était qu'un citoyen attendant son transport, un homme se fondant dans la normalité d'une matinée chargée. De l'autre côté du hall, le brigadier Stéphane Dubois le regardait. Sa patrouille de routine était devenue un exercice de chasse. Depuis plusieurs minutes, son regard balayait la foule, non pas pour assister, mais pour débusquer. Dubois était un homme dont la vision du monde s'était rétrécie au fil des ans, se condensant en un ensemble de stéréotypes rigides. Son dossier de service, bien que long de 12 années, était entaché de plaintes qui dessinaient le portrait d'un homme enclin à l'agressivité et au jugement hâtif, particulièrement envers les minorités. Son évaluation psychologique annuelle, un document que sa hiérarchie avait tendance à survoler, mentionnait explicitement une tendance à interpréter les situations ambiguës de la manière la plus négative possible, un bien de confirmation qui transformait chaque interaction en une potentielle confrontation. En voyant Laurent Fournier, le cerveau de Dubois a assemblé les pièces d'un puzzle qui n'existait que dans son esprit. Un homme noir, immobile, des lunettes de soleil en intérieur, une canne blanche. Pour Dubois, cette combinaison n'évoquait pas un handicap, elle criait l'escroquerie. Il voyait un acteur, un fraudeur jouant un rôle pour susciter la pitié, peut-être pour préparer un vol à la tire ou simplement pour mendier de manière plus efficace. Le costume bien coupé, un déguisement, probablement de seconde main pour mieux tromper les passants. La posture calme, une performance. La canne, un simple accessoire.
En moins de 10 secondes, le verdict de Dubois était tombé, sans procès ni preuve. Une colère froide et juste, pensait-il, commençait à monter en lui. Il se voyait comme le rempart contre la malhonnêteté, le protecteur de l'ordre public face à la ruse. Il redressa ses épaules, ajusta son ceinturon et sentit le poids rassurant de son arme de service. Il ne voyait pas un magistrat, il ne voyait pas un citoyen, il voyait une cible. Et avec une certitude qui ne laissait aucune place au doute, il commença à marcher, chaque pas le rapprochant d'une confrontation qui allait anéantir sa carrière. La démarche du brigadier Dubois à travers le grand hall de la gare est celle d'un homme investi d'une mission divine. Ses pas lourds et rapides, une cadence martiale sur le marbre poli, sont le métronome de sa colère grandissante. La caméra piéton, activée quelques instants plus tôt, enregistre une vision subjective et saccadée de la foule qui s'écarte instinctivement sur son passage. Dans son esprit, il n'y a pas de doute, seulement une certitude forgée par des années de préjugés et de confrontations mineures qui ont validé sa vision cynique du monde. Chaque pas est justifié, chaque action est une nécessité. Il est le bras de la loi face à la tromperie incarnée. Il arrive à la hauteur de Laurent Fournier et s'arrête brusquement, se positionnant légèrement sur le côté pour le dominer de sa présence physique, une tactique d'intimidation qu'il a utilisée des centaines de fois. Il ne se présente pas, ignorant la première règle de toute interpellation respectueuse du protocole. Il n'engage pas de conversation, il lance des ordres. Sa voix, capturée avec une clarté brutale par le microphone de sa caméra, est chargée d'un mépris qui a macéré pendant ses 12 années de service. Fini la comédie, levez-moi ces lunettes, je sais que vous me voyez. Laurent Fournier ne sursaute pas. Son corps ne trahit aucune surprise, aucun réflexe de peur. Seule sa tête s'oriente avec une précision millimétrique en direction de la source sonore, son ouïe fine analysant l'intonation, la cadence et l'agressivité sous-jacente. Il reste silencieux pendant un instant, traitant l'information, analysant l'agression verbale avec le détachement d'un juge examinant une pièce à conviction. Son calme est une muraille de granit contre laquelle la fureur de Dubois vient se briser. Monsieur l'agent, je vous suggère, avec le plus grand respect, de reconsidérer votre approche. Vous êtes en train de commettre une grave erreur. Sa voix est posée, dénuée de toute trace d'émotion. C'est le ton d'un homme habitué à l'autorité, non pas à la subir, mais à l'exercer. Cette réponse mesurée, cette absence totale de soumission, agit comme de l'huile sur le feu. Pour Dubois, ce n'est pas de la dignité, c'est de l'insolence pure. Il voit la confirmation de ses soupçons. Ce n'est pas un homme handicapé, c'est un acteur arrogant qui se moque ouvertement de lui, de son uniforme, de son autorité. Une rougeur monte au visage du brigadier, un détail parfaitement capturé par la caméra de surveillance en couleur surplombant la scène. La comédie, c'est vous qui la jouez, vos papiers. Et cette canne, donnez-la-moi, on va vérifier ça tout de suite. Il tend une main impérieuse, ses doigts s'agitant avec une impatience agressive. Autour d'eux, le flux des voyageurs commence à ralentir. Quelques têtes se tournent, des téléphones portables s'élèvent discrètement pour filmer la scène. L'incident n'est plus privé, il devient un spectacle public, une arène improvisée au cœur de la gare. Face au refus silencieux mais ferme de Laurent Fournier de céder sa canne, la dernière once de contrôle professionnel du brigadier Dubois s'évapore. L'enregistrement audio de sa caméra piéton capte sa respiration qui devient plus lourde, plus rapide, un signe avant-coureur de l'acte irréparable qu'il s'apprête à commettre. « Je vous ai dit de me la donner, c'est un ordre !» Sa voix est maintenant un grognement. Laurent Fournier répond avec la même placidité désarmante. « Monsieur, vous n'avez aucun droit de me priver de mon équipement de mobilité. C'est une violation directe de mes droits et de votre code de déontologie. Je vous demande une dernière fois de vous identifier et d'appeler un de vos supérieurs. » La mention du code de déontologie et d'un supérieur est l'étincelle finale. Dans l'esprit tordu de Dubois, c'est une menace, un bluff intolérable qui remet en cause son jugement et son pouvoir. Sans un autre mot, il fait un pas en avant et, d'un geste violent et rapide, arrache la canne blanche des mains de Laurent Fournier. Le bruit sec de l'objet heurtant la paume de Dubois est distinct sur l'enregistrement. La caméra de surveillance de la gare, filmant la scène d'un angle plus large, montre la brutalité de l'acte avec une précision clinique. Fournier, privé soudainement de son point de contact avec le sol, vacille très légèrement, un mouvement de quelques centimètres à peine, avant de retrouver son équilibre parfait. Sa posture reste droite, son visage impassible. Il n'y a pas de cri, pas de plainte. Il y a juste un silence soudain et lourd, un vide sonore qui absorbe toute l'agitation de la gare. Dubois tient maintenant la canne comme un trophée de chasse, la brandissant presque en direction de Fournier. « Alors, qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Vous voyez clair tout d'un coup ?
Il attend une réaction, une explosion, une supplique, n'importe quoi qui validerait son action. Il s'attend à ce que le masque tombe et que l'imposteur soit révélé dans toute sa fausseté. Mais il n'obtient rien de tout cela. La foule autour est maintenant figée, choquée par l'agression manifeste. Laurent Fournier reste immobile, la tête toujours tournée vers Dubois, comme s'il le voyait parfaitement. Après un silence qui paraît durer une éternité, un silence où le seul son est le grondement lointain d'un train et le souffle erratique du brigadier, Fournier fait un geste lent et délibéré. Sa main droite, celle qui tenait la canne, monte calmement vers la poche intérieure de son veston. Ce n'était pas un geste de défaite ou de peur, mais le début d'une riposte silencieuse et absolument dévastatrice. Le brigadier Dubois observe le geste avec un rictus de triomphe. Dans son esprit, la scène est déjà écrite. L'homme va sortir une carte d'identité ou une carte de transport, peut-être même une fausse carte d'invalidité, et le mensonge sera enfin exposé au grand jour. La caméra piéton sur sa poitrine est pointée directement sur les mains de Fournier, prête à capturer la preuve irréfutable de la fraude. Mais ce que Laurent Fournier sort de la poche intérieure de son veston n'est pas un simple portefeuille. C'est un porte-carte en cuir rouge, sobre et élégant, frappé des armoiries dorées de la République française. Le contraste entre l'objet, symbole d'une haute autorité étatique, et l'hypothèse sordide de Dubois est saisissant. Fournier l'ouvre d'un geste fluide et le présente à hauteur du visage du policier. L'enregistrement audio de la caméra piéton capture le son du cuir qui se déplie, suivi d'un silence pesant. Puis, la voix de Fournier, toujours parfaitement maîtrisée, dénuée de toute colère, tranche l'air de la gare. « Brigadier Dubois, c'est bien ça? Je suis Laurent Fournier. Et voici ma carte professionnelle de directeur adjoint de l'Inspection générale de la police nationale, l'IGPN. Vous venez d'agresser physiquement et de soustraire le bien d'un magistrat. Votre caméra enregistre, et les 12 caméras de surveillance de ce hall enregistrent également. Je vous suggère de me rendre ma canne, immédiatement. Chaque mot est articulé avec une précision chirurgicale. La caméra de surveillance zénitale en haute définition offre une vue imprenable sur la scène, un document visuel qui sera projeté d'innombrables fois lors des procédures à venir. Elle capture la transformation faciale du brigadier Dubois avec une clarté clinique. L'arrogance s'efface en une fraction de seconde, remplacée par une incrédulité totale. Ses yeux s'écarquillent, fixés sur la carte tricolore et la photographie qui ne laisse aucune place au doute. Puis vient la compréhension, une vague glaciale qui submerge son expression. La rougeur de la colère est chassée par une pâleur mortelle. Le fondement de sa réalité, la certitude de son jugement, s'effondre en direct. L'imposteur qu'il avait fabriqué dans son esprit était en réalité l'une des plus hautes autorités chargées de le surveiller, de le juger et potentiellement de le détruire. La canne blanche dans sa main, il y a quelques instants un trophée, est devenue un objet incandescent, la preuve matérielle de l'agression qui vient de sceller son destin. Alors que le policier restait figé, une statue de panique, Fournier, avec une lenteur délibérée, rangea son porte-carte et sortit son téléphone portable. L'appel qu'il s'apprêtait à passer était déjà composé. Le téléphone dans la main de Laurent Fournier n'émet qu'une série de tonalités discrètes. L'appel est bref, d'une efficacité administrative glaçante. Il ne prononce que quelques mots, son nom, sa localisation et une phrase laconique. Incident en cours nécessitant l'intervention d'un officier supérieur. Il ne demande pas d'aide, il donne un ordre. Pendant ces quelques secondes, le brigadier Dubois reste figé, la canne blanche toujours dans sa main, un objet qui semble désormais le brûler. Son esprit, incapable de traiter l'inversion cataclysmique du pouvoir qui vient de se produire, tourne en boucle. IGPN, directeur adjoint, magistrat. Les mots résonnent comme un glas dans le silence de sa panique intérieure. Autour d'eux, la foule, sentant l'imminence d'un drame d'un tout autre calibre, forme un cercle silencieux. Les téléphones portables, initialement levés pour capturer une altercation de rue, enregistrent maintenant la désintégration professionnelle d'un agent de l'État. Moins de 3 minutes s'écoulent. Ce n'est pas le hurlement des sirènes qui annonce l'arrivée des renforts, mais le crissement de pneus sur le parvis de la gare. 2 véhicules de commandement noirs, discrets et officiels, se garent en double file, leurs gyrophares éteints. 3 hommes en uniforme en descendent avec une rapidité et une précision qui dénotent une situation de haute importance. L'un d'eux, un capitaine au galon brillant et au visage sévère, entre dans le hall d'un pas rapide, ses 2 subordonnés le suivant de près. La caméra piéton du capitaine Moreau est déjà active, son objectif grand angle balayant la scène. Son regard ignore complètement le brigadier Dubois, le traversant comme s'il n'était qu'un obstacle transparent sur son chemin. Il se dirige directement vers Laurent Fournier et se met au garde-à-vous, un geste de respect hiérarchique qui pétrifie définitivement l'audience. « Monsieur le directeur, vous allez bien? Nous avons reçu votre appel. Y a-t-il eu un problème ?» La question est une formalité.
La validation externe, publique et irréfutable, vient de frapper Dubois comme un coup de poing. Laurent Fournier, toujours d'un calme olympien, répond d'une voix posée. « Mon capitaine, je vais bien. Mais votre subordonné, le brigadier Dubois, a jugé bon de confisquer mon équipement de mobilité après m'avoir accusé de fraude. » Je crois que sa conduite et son discernement doivent être consignés de manière officielle. Le regard du capitaine Moreau pivote alors lentement vers Dubois. Il n'y a plus de sévérité dans ses yeux, mais une froideur tranchante, la froideur d'un chirurgien qui s'apprête à amputer un membre gangréné. Il n'y a pas de question, pas de demande d'explication. L'autorité de Fournier est absolue et la culpabilité de Dubois est une conclusion déjà actée. Brigadier, votre arme de service, votre radio et votre carte professionnelle. Sur le champ. La voix du capitaine est basse, mais elle porte dans le silence du hall avec une autorité sans appel. Chaque mot est un clou planté dans le cercueil de la carrière de Dubois. Devant des dizaines de témoins et sous l'œil de multiples caméras, Stéphane Dubois, le visage exsangue, défait son ceinturon, pose son arme dans la main tendue d'un des sergents, puis sa radio. Le dernier geste, le plus humiliant, est de sortir son portefeuille et d'en extraire sa carte de police, le symbole de l'autorité qu'il vient de souiller de manière indélébile. Il n'est plus un policier. Il est un homme faisant l'objet d'une enquête, une pièce à conviction vivante. « Montez à l'arrière », ordonne le capitaine. Alors que Dubois est escorté vers le véhicule, non plus comme un agent de la loi, mais comme un prisonnier de son propre préjugé, le capitaine se tourne à nouveau vers Fournier. L'enquête sera menée par vos services, monsieur le directeur. Nous vous transmettrons tous les éléments immédiatement. Ce que Dubois ne réalisait pas encore, c'est que son procès administratif venait de se conclure avant même d'avoir commencé. Si vous voulez voir le détail des conséquences financières et professionnelles qui ont anéanti la vie de cet agent, abonnez-vous et activez les notifications. La suite est une leçon documentée sur le prix de l'arrogance. Le téléphone dans la main de Laurent Fournier n'émet qu'une série de tonalités discrètes. L'appel est bref, d'une efficacité administrative glaçante. Il ne prononce que quelques mots, son nom, sa localisation et une phrase laconique, incident en cours nécessitant l'intervention d'un officier supérieur. Il ne demande pas d'aide, il donne un ordre. Pendant ces quelques secondes, le brigadier Dubois reste figé, la canne blanche toujours dans sa main, un objet qui semble désormais le brûler. Son esprit, incapable de traiter l'inversion cataclysmique du pouvoir qui vient de se produire, tourne en boucle. IGPN, directeur adjoint, magistrat. Les mots résonnent comme un glas dans le silence de sa panique intérieure. Autour d'eux, la foule, sentant l'imminence d'un drame d'un tout autre calibre, forme un cercle silencieux. Les téléphones portables, initialement levés pour capturer une altercation de rue, enregistrent maintenant la désintégration professionnelle d'un agent de l'État. Moins de 3 minutes s'écoulent. Ce n'est pas le hurlement des sirènes qui annonce l'arrivée des renforts, mais le crissement de pneus sur le parvis de la gare. 2 véhicules de commandement noirs, discrets et officiels, se garent en double file, leurs gyrophares éteints. 3 hommes en uniforme en descendent avec une rapidité et une précision qui dénotent une situation de haute importance. L'un d'eux, un capitaine au galon brillant et au visage sévère, entre dans le hall d'un pas rapide, ses 2 subordonnés le suivant de près. La caméra piéton du capitaine Moreau est déjà active, son objectif grand angle balayant la scène. Son regard ignore complètement le brigadier Dubois, le traversant comme s'il n'était qu'un obstacle transparent sur son chemin. Il se dirige directement vers Laurent Fournier et se met au garde-à-vous, un geste de respect hiérarchique qui pétrifie définitivement l'audience. « Monsieur le directeur, vous allez bien? Nous avons reçu votre appel. Y a-t-il eu un problème ?» La question est une formalité. La validation externe, publique et irréfutable vient de frapper Dubois comme un coup de poing. Laurent Fournier, toujours d'un calme olympien, répond d'une voix posée. « Mon capitaine, je vais bien. Mais votre subordonné, le brigadier Dubois, a jugé bon de confisquer mon équipement de mobilité après m'avoir accusé de fraude. Je crois que sa conduite et son discernement doivent être consignés de manière officielle. » Le regard du capitaine Moreau pivote alors lentement vers Dubois. Il n'y a plus de sévérité dans ses yeux, mais une froideur tranchante, la froideur d'un chirurgien qui s'apprête à amputer un membre gangréné. Il n'y a pas de question, pas de demande d'explication. L'autorité de Fournier est absolue et la culpabilité de Dubois est une conclusion déjà actée. Le regard du capitaine Moreau se verrouille sur le brigadier Dubois, et le silence dans le hall de la gare devient si dense qu'il en est presque solide.
La caméra piéton du capitaine, un œil numérique impartial, enregistre chaque micro-expression sur le visage de Dubois. La sueur qui perle sur son front, le tremblement imperceptible de sa lèvre inférieure, la déglutition difficile qui trahit la sécheresse de sa gorge. Brigadier, votre arme de service, votre radio et votre carte professionnelle. Sur le champ. La voix du capitaine est basse, mais elle porte dans le silence du hall avec une autorité sans appel. Chaque mot est un clou planté dans le cercueil de la carrière de Dubois. Devant des dizaines de témoins et sous l'œil de multiples caméras, Stéphane Dubois, le visage exsangue, défait son ceinturon, pose son arme dans la main tendue d'un des sergents, puis sa radio. Le dernier geste, le plus humiliant, est de sortir son portefeuille et d'en extraire sa carte de police, le symbole de l'autorité qu'il vient de souiller de manière indélébile. Il n'est plus un policier. Il est un homme faisant l'objet d'une enquête, une pièce à conviction vivante. « Montez à l'arrière », ordonne le capitaine. Alors que Dubois est escorté vers le véhicule, non plus comme un agent de la loi, mais comme un prisonnier de son propre préjugé, le capitaine se tourne à nouveau vers Fournier. L'enquête sera menée par vos services, monsieur le directeur. Nous vous transmettrons tous les éléments immédiatement. Ce que Dubois ne réalisait pas encore, c'est que son procès administratif venait de se conclure avant même d'avoir commencé. Si vous voulez voir le détail des conséquences financières et professionnelles qui ont anéanti la vie de cet agent, abonnez-vous et activez les notifications. La suite est une leçon documentée sur le prix de l'arrogance. Devant des dizaines de témoins et sous l'œil de multiples caméras, Stéphane Dubois, le visage exsangue, commence le rituel de sa propre destitution. Ses mains, qui quelques minutes auparavant avaient agi avec une assurance brutale, sont maintenant maladroites, tremblantes. Il défait lentement la boucle de son ceinturon. Le clic du mécanisme de sécurité de l'étui de son arme résonne comme un coup de feu dans le silence. Il tend son pistolet, crosse en avant, à l'un des sergents qui se tient à côté de lui, qui le prend avec une expression neutre et le sécurise. Puis vient la radio, qu'il détache de son épaule. Le dernier geste, le plus humiliant, est de sortir son portefeuille et d'en extraire sa carte de police, le symbole de l'autorité qu'il vient de souiller de manière indélébile. La carte tricolore, autrefois source de fierté et de pouvoir, n'est plus un morceau de plastique accusateur. Il n'est plus un policier. Il est un homme faisant l'objet d'une enquête, une pièce à conviction vivante. « Montez à l'arrière », ordonne le capitaine, d'un simple mouvement de tête vers la sortie. Alors que Dubois est escorté vers le véhicule, non plus comme un agent de la loi, mais comme un prisonnier de son propre préjugé, le capitaine se tourne à nouveau vers Fournier, lui tendant la canne blanche récupérée des mains inertes de l'ex-brigadier. « L'enquête sera menée par vos services, monsieur le directeur. Nous vous transmettrons tous les éléments immédiatement. » C'était la confirmation finale. L'affaire était maintenant entre les mains de l'IGPN, garantissant qu'aucune erreur, aucun préjugé ne serait laissé sans conséquence. Les preuves vidéo et les témoignages étaient déjà en cours de compilation, formant un dossier qui ne laissait aucune place à l'interprétation. La chute de Stéphane Dubois ne fut pas un long déclin, mais une implosion rapide, documentée et d'une précision administrative impitoyable. Les 4 minutes et 28 secondes enregistrées à la gare de Lyon sont devenues le pivot autour duquel sa vie entière s'est désintégrée. La procédure disciplinaire, menée directement par l'IGPN, fut d'une célérité inhabituelle. Les preuves étaient si accablantes, si dénuées de toute ambiguïté, que sa défense était inexistante. La vidéo de sa propre caméra piéton, initialement conçue pour le protéger, est devenue son acte d'accusation le plus éloquent. Chaque mot méprisant, chaque geste agressif, chaque seconde de son arrogance aveugle a été disséqué par une commission qui n'avait aucune tolérance pour ce type de manquement. Le rapport final, un document de 47 pages, a conclu à une faute d'une gravité exceptionnelle, incompatible avec l'exercice des fonctions de policier. En exactement 80 jours, le verdict tombait. Révocation de la fonction publique. Ce n'était pas une suspension, ni une mise à pied, c'était une radiation à vie. 12 années de service, de cotisation, de perspectives de carrière, effacées par un décret ministériel. Il lui était désormais interdit à jamais d'occuper le moindre poste au sein de l'État, une mort professionnelle totale. Parallèlement, la machine judiciaire pénale s'était mise en marche. Mise en examen pour abus d'autorité par une personne dépositaire de l'autorité publique et pour injure publique à caractère discriminatoire, son procès fut une formalité humiliante. Les vidéos, projetées sur grand écran dans la salle d'audience, ont capturé le silence glacial du tribunal. Son avocat a tenté de plaider le stress, la fatigue, une erreur de jugement, mais ses arguments se sont évaporés face à la froideur calculée de ses actions.
La sentence fut de 2 ans de prison avec sursis, une peine assortie de 180 heures de travaux d'intérêt généraux et d'une obligation de suivre un stage de citoyenneté. L'ironie était cruelle, l'homme qui se voyait comme le gardien de l'ordre était maintenant condamné à nettoyer les parcs publics sous le regard des citoyens qu'il a autrefois méprisés. Mais la véritable quantification de son erreur fut financière, un calcul froid et implacable qui allait le hanter pour le reste de ses jours. La procédure civile, lancée par Laurent Fournier, se solda par une condamnation de l'État à lui verser 40 000 € de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi. Cependant, l'État, en vertu de la loi, a immédiatement engagé une action récursoire contre Stéphane Dubois, lui transférant l'intégralité de cette dette. L'addition ne faisait que commencer. La perte de son salaire de 2 800 € net par mois représentait un manque à gagner annuel de 33 600 €. Plus dévastateur encore, la révocation a anéanti ses droits à la retraite de fonctionnaire. Des actuaires ont estimé cette perte sèche sur la durée de vie projetée de sa pension à un minimum de 180 000 €. En y ajoutant les 10 000 € de frais de justice qu'il a dû supporter, le coût total de son préjugé s'élevait à un chiffre vertigineux et précis, 230 000 €. Il n'a pas seulement perdu son emploi, il a perdu son avenir, sa sécurité financière et a commencé sa nouvelle vie avec une dette colossale. Aujourd'hui, Stéphane Dubois est agent de sécurité dans un hypermarché de banlieue, gagnant à peine le SMIC. Il porte un uniforme différent, un uniforme qui ne lui confère aucune autorité, seulement l'obligation de surveiller des allées de produits de consommation. Ses anciens collègues ne répondent plus à ses appels. Son nom est devenu dans les écoles de police un cas d'étude sur ce qu'il ne faut jamais faire. Pendant ce temps, Laurent Fournier continue de diriger son service à l'IGPN. Son handicap n'a jamais été un sujet. Sa compétence, son calme et son intégrité, en revanche, sont devenus légendaires. L'incident de la gare de Lyon n'a été qu'une note de bas de page dans sa carrière, une démonstration involontaire que la justice qu'il supervise s'applique à tous, sans exception. Stéphane Dubois a-t-il enfin compris que le préjugé n'est pas une opinion, mais un passif qui se chiffre en centaines de milliers d'euros? A-t-il réalisé que l'uniforme qu'il portait n'était pas un bouclier pour ses propres failles, mais une responsabilité écrasante? Les enregistrements vidéo ne répondent pas à ces questions, mais ils documentent pour l'éternité le prix exact d'une erreur de jugement. Avez-vous déjà été témoin ou victime d'un abus d'autorité similaire? Partagez votre histoire dans les commentaires et aidons-nous à montrer que ces cas ne sont jamais isolés.